Bonjour à tous. Bonjour. Je vais me présenter rapidement, je m'appelle Vincent Nguyen, je suis actuellement consultant indépendant, je suis ancien responsable d'un cabinet de conseil. Je suis également du coup responsable de différentes équipes de gestion de crise et j'ai accompagné Vincent Vallée, que je vais laisser se présenter également, dans la construction du dispositif de gestion de crise cyber de Bouygues Telecom. Alors, je vais vous parler avec mon ancienne casquette, donc, en tant qu'adjoint directeur sécurité et sûreté pour Bouygues Télécom, et plus particulièrement en charge de l'animation de la filière cyber, de la gestion de crise et de la continuité. J'ai été permanencier pendant de longues années aussi pour Bouygues Télécom. Alors avant de commencer, quelques mots peut-être sur le contexte du projet. Alors, on va enfoncer quelques portes ouvertes qui vont faire écho à ce que vous avez dit précédemment. La première, c'est de passer en fait sur les spécificités d'une attaque cyber. Et ça va être le temps. En fait, je pense que c'est un mot-clé, à la fois parce que ça peut arriver vite, mais aussi parce que ça peut durer très longtemps. Et ça sous-entend quoi? Ça va sous-entendre qu'il va falloir gérer les ressources dans le temps, notamment les ressources cyber, et ce qui n'est pas forcément évident, on va en reparler par la suite. Deuxième effet également qu'il faut prendre en considération, ça a été évoqué également tout à l'heure via l'incertitude. Donc on peut être dans le brouillard, on ne connaît pas le patient zéro, on ne connaît pas le vecteur de compromission, on ne connaît pas les impacts dans un premier temps. Et donc il va falloir faire avec, et gagner du temps également pour temporiser, pour pouvoir faire des investigations. Donc ça veut dire déjà qu'il va falloir faire un interfaçage avec les autres parties prenantes qui, elles, vont peut-être vouloir aller un peu plus vite pour reprendre les services. Troisième effet, qui est différenciateur par rapport à ce qu'on peut connaître des différentes autres cellules, ça va être le fait que l'attaquant peut être encore dans nos murs. Donc ça veut dire à la fois qu'il peut épier ce qu'on fait et il peut également réagir. Et il peut utiliser également nos outils. Donc ça peut avoir différentes conséquences. Déstabilisation des équipes et également forcément pas l'habitude de pouvoir réagir. Autre point non négligeable, c'est la partie impact. Donc les impacts vont être protéiformes en fait sur la partie cyber, donc difficile à évaluer dans un premier temps, et en plus ils vont évaluer en permanence. Donc il va falloir les réévaluer, les remesurer systématiquement, notamment avec le point de vue cyber, et je mets aussi la casquette cellule de crise décisionnelle, également d'un point de vue décisionnel, en prenant en compte les éléments que le cyber va pouvoir amener. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il est important de ne pas assommer en fait vos parties prenantes et d'avoir une casquette purement technique. Donc il faut avoir une terminologie, il faut savoir vulgariser l'ensemble de ce qui se passe, les impacts, justement pour ne pas endormir le management et pour ne pas les frustrer plutôt que les endormir, parce que généralement dans ces situations-là, ils vont plutôt être frustrés. Donc il est important de pouvoir leur expliquer correctement les choses pour pouvoir gagner du terrain et leur expliquer correctement les bonnes actions. Et la dernier point, qui n'est pas des moindres pour une attaque cyber, c'est qu'on peut retourner à l'âge de Cro-Magnon, donc perdre tout le SI. Donc, ce qui a été évoqué également tout à l'heure et ce qui sera réévoqué par la suite. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut travailler avec un papier et crayon, mais ça veut juste dire qu'il faut avoir préparé en amont tous les éléments qui vont permettre de continuer à travailler, et en particulier sur les équipes cyber, pour les investigations, pour la communication avec le reste du dispositif de crise, etc. Alors ça, ce sont les premières briques. Je vais vous expliquer un petit peu maintenant quel était le contexte aussi, l'environnement pour Bouygues Télécom pour lancer ce projet. Déjà, ça s'est inscrit dans une feuille de route forcément cyber un peu plus globale autour de la résilience, qui était assez ambitieuse déjà initialement. Pourquoi? Parce que le secteur des télécommunications, c'est une cible privilégiée, à la fois parce qu'il y a un service qui permet d'alimenter tout le pan économique, je ne vais pas m'étendre dessus, ça paraît assez évident après l'énergie, et également parce qu'il y a un nombre de données clientes qui est assez important. Donc pour Bouygues Telecom, il y a un peu plus de 20 millions de clients entre le fixe et le mobile et les entreprises, et donc forcément ça peut attirer d'autres velléités d'un point de vue malveillant. Second sujet également, donc j'ai évoqué une feuille de route. Il y a bien sûr l'actualité grandissante avec toutes les attaques et notamment toute la partie ransomware. Il n'y a pas que ces scénarios-là qui sont à prendre en compte. Chez Bouygues, donc dans le groupe Bouygues, il y a eu une attaque sur Bouygues Construction en 2020 qui a accéléré un peu toute la feuille de route, qui a mis un gros coup de pression. Et c'est également dans ce contexte-là que l'accélération du projet s'est conduite. Et finalement, le dernier point, c'est la partie prise en compte de l'organisation existante, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif de crise chez Bouygues Telecom depuis de longues années qui prend en compte une partie cyber. Il y a des cellules d'incidents majeurs pour la production courante, et il y a également un SOC qui est existant. Donc ça veut dire que réagir à une attaque cyber, il faut prendre en compte toutes ces parties prenantes et huiler tous les rouages pour que ça se passe de manière plus fluide et pas non plus changer tout le dispositif qui fonctionne. Les premiers constats qu'on a fait, c'est qu'on a fait des exercices de crise de manière récurrente, notamment des exercices de crise cyber. Je vais accélérer un tout petit peu. Donc, on a également eu des constats sur tout ce qui est construction et la participation en fait, de la cellule cyber dans le cadre de la construction. Le point important, ce sont les ressources humaines. D'un point de vue cyber, même s'il y en a un certain nombre qui sont dédiés,
il n'y en a pas forcément suffisamment pour pouvoir tourner dans le temps, comme je l'évoquais tout à l'heure, et donc c'est un point de regard assez important. Donc on a pris en compte l'ensemble de la chaîne, ça a été évoqué également tout à l'heure. Le cyber, c'est à la fois des équipes techniques, c'est également du management qui va avoir des décisions à prendre et du décisionnel au-dessus. Donc c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut pouvoir entraîner, qu'il faut pouvoir également, on va dire, outiller avec des outils formalisés, entraîner, mobiliser, et étudier les différents scénarios. On parle souvent du ransom, mais ce n'est pas que ce scénario-là qu'il faut prendre en compte. D'où l'intérêt d'avoir une cellule d'incident majeur cyber. Alors, qu'est-ce que l'on a créé justement dans cette cellule d'incident majeur ou cellule de crise pour certaines situations? Tout d'abord, on a voulu construire quelques principes clés vraiment fondateurs pour notre cellule. Tout d'abord, on voulait une structure versatile, c'est-à-dire qu'on veut pouvoir instancier les composantes de la SIM cyber, de la cellule d'incident majeur cyber, potentiellement seule, c'est-à-dire sans autres cellules. Exemple, sur un cas de, je sais pas, compromission d'un site web, ça va être complètement isolé, ça peut être traité complètement par la cellule cyber, très bien, on va l'instancier dans son coin. Mais on veut également pouvoir l'instancier avec d'autres cellules en parallèle, la cellule décisionnelle, la cellule opérationnelle IT, etc. Dans ce cas-là, il faut qu'on puisse avoir les interactions qui vont bien, les points de relais dans ces différentes autres cellules. Exemple, typiquement, le cas du ransomware, où on sait qu'on va avoir énormément de cellules mobilisées. Donc forcément, à ce moment-là, on doit pouvoir s'interfacer avec ces différents éléments-là. Encore un autre cas qu'on voulait être en capacité d'embarquer, c'est le cas où on va aller fusionner finalement la cellule opérationnelle IT et la cellule cyber. Un exemple, c'est que chez Bouygues Telecom, la gestion des DDoS est quelque chose qui est très bien faite, très bien rodée. Donc le cyber et la partie plus opérationnelle IT vont pouvoir se regrouper ensemble. Donc on voulait construire une cellule qui soit finalement capable de changer de comportement, de mode de fonctionnement en fonction de la situation. On voulait également forcément une cellule assez agile, avec une organisation assez agile, à savoir on peut commencer petit avec 2 personnes, on va le voir par la suite, puis grossir en fonction des activités qu'on doit réaliser au sein de la cellule cyber. Est-ce qu'on doit mener les investigations? Est-ce qu'on doit défendre? Est-ce qu'on doit coordonner certaines activités par la suite? Tout ça, on veut pouvoir le prendre en compte et donc on prend ce critère-là en considération. Et enfin, dernier grand principe clé, les objectifs que l'on va donner à notre cellule de crise. On lui a donné un rôle que l'on a appelé addict pour anticiper, on l'a vu tout à l'heure, documenter, à savoir tracer l'ensemble des actions qui sont prises, l'ensemble des décisions qui sont prises, défendre, c'est un petit peu l'un des objets que l'on va avoir quand on a un attaquant qui est en train de nous attaquer, investiguer pour comprendre comment ce qu'il fait, coordonner l'ensemble de la filière cyber, l'ensemble des ressources, qu'elles soient internes, prestataires, fournisseurs, partenaires, et temporiser. Temporiser, très important, notamment lorsqu'on a plusieurs cellules qui sont instanciées, on va avoir du management, top management, qui peut attendre énormément d'informations très rapidement et avoir quelques opérationnels qui sont en capacité de réaliser des actions qui vont être complètement submergées. Donc on a besoin d'avoir finalement différents niveaux de tampons pour absorber la pression, pour laisser le temps aux opérationnels de réaliser leurs activités. Alors, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit, comme je l'ai dit tout à l'heure, une cellule. Cette cellule elle va commencer tout simplement par 2 personnes, à savoir un responsable et ce qu'on a appelé ici un référent investigation, qui sont des personnes qui vont graviter autour du SOC CISERT de Bouygues Telecom. Vous voyez le petit terme astreinte également sur le responsable, c'est l'une des casquettes qui finalement dispose réellement d'une astreinte au sein de l'ensemble du dispositif. Évidemment, on aimerait que l'ensemble des profils puissent être sous astreinte, c'est forcément un petit peu plus compliqué que juste le souhaiter. Donc, on commence par ces 2 rôles-là. Très rapidement, on va instancier la SIM cyber, la cellule d'incident majeur cyber, en faisant monter un référent défense qui sera du coup en charge du plan de défense. Attention, je précise ici, il est en charge du plan de défense. Il n'est pas en charge d'appliquer chacune des mesures du plan de défense. C'est-à-dire qu'il construit le plan. On a un référent anticipation, on l'a vu tout à l'heure sur le besoin justement d'anticiper. Au sein même de la cellule cyber, on a une personne qui va avoir cette casquette-là, d'essayer d'imaginer qu'est-ce que peut être la suite. Quelles peuvent être les réactions de l'attaquant vis-à-vis de nos actions d'investigation, de nos actions de défense, etc. Et on va avoir un référent analyse de risque qui va évaluer les impacts avérés, les impacts potentiels de la situation et des mesures que l'on va prendre également. Cette équipe-là, c'est un petit peu l'équipe cœur. Par la suite, si on considère que la situation nécessite
d'onboarder un peu plus de personnes, que les référents finalement, ils ont 1, 2, 3, 5, 10 personnes directement qui leur sont rattachées pour piloter les opérations, on va avoir besoin de muscler un petit peu le dispositif. On va le muscler avec un responsable adjoint à la cellule qui fera office de coordinateur au sein de la cellule pour l'ensemble des activités d'investigation, de défense, d'anticipation, d'analyse de risque. On va nommer un secrétaire PMO qui, lui, s'assurera de la traçabilité de la main courante, de sa complétion, et également de tous les éléments logistiques liés à la cellule de crise, à savoir la gestion des rotations des équipes. Si on se met en 3-8, il va falloir faire tourner les différentes équipes, la gestion de la restauration, des temps de repos, etc. Et on va avoir un rôle de répartiteur. Alors le répartiteur a un rôle un petit peu particulier, c'est une personne qui va prendre en charge les différents plans d'investigation et plans de défense et qui va les distribuer aux personnes qui vont les réaliser. Donc ça, c'est absolument nécessaire lorsqu'on fait face à des crises qui sont vraiment d'envergure. Et donc quand on va parler de crise d'envergure, on va forcément parler de cellules supplémentaires. Donc je l'ai évoqué tout à l'heure, une cellule décisionnelle, une cellule qui s'appelle réseau SI, mais c'est globalement comme un équivalent de cellule opérationnelle IT dans la plupart des contextes, une cellule communication, etc. Lorsqu'on va instancier du coup ce type de cellule-là, on va avoir besoin de relais dans ces cellules. Au sein de Bouygues Telecom, on a créé, alors ça se voit très très mal avec les couleurs, mais on a créé du coup un rôle de astreinte managériale cyber qui va se positionner du coup dans les cellules décisionnelles. C'est le relais de la cellule cyber pour la cellule décisionnelle. Donc il récupère les informations identifiées, analysées, comprises ou proposées par la CIM cyber, il les restitue au sein de la décisionnelle. Dans l'autre sens, il récupère les questionnements. Il temporise également les éléments pour les redescendre par la suite vers la CIM cyber. Il a aussi un rôle d'interaction avec la com, à savoir c'est lui, ce rôle-là, qui va s'assurer que la com est suffisamment bien alimentée en messages provenant de la cyber. Il va également se charger de vérifier que la vulgarisation est bien faite, que les cercles de confiance qui doivent être atteints le sont bien, etc. Et on a également un relais au niveau de la cellule opérationnelle pour faire le lien justement entre les différents plans d'action. On s'assure que le plan d'investigation ou le plan de défense qui est construit côté cellule cyber ne vient pas impacter ou être mis en défaut par le plan d'action qui peut commencer à se construire côté cellule opérationnelle. Lorsqu'on va être sur un cas très particulier de ransomware ou destruction d'un système d'information qui nécessite du coup une reconstruction du SI, c'est plutôt la cellule à gauche opérationnelle qui va se charger de la reconstruction du système d'information. Là, dans l'autre sens, notre cellule cyber a un rôle pour vérifier que ce qui est construit, reconstruit est fait de manière sécurisée, que les environnements sont sains pour pouvoir repartir en production. Donc là, on voit à nouveau qu'on a besoin de ce relais pour faire le lien, finalement, dans l'autre sens, vers la CIM cyber. Et bien entendu, là, on est plutôt sur des niveaux de décision, de prise de décision, de définition de plan d'action. Et on a évidemment besoin des opérationnels, des administrateurs, des exploitants IT et réseaux pour pouvoir mettre en œuvre finalement les différents plans. Et c'est là où on retrouve du coup un besoin de répartition des actions par le répartiteur. Pour aider l'ensemble de ces personnes, de ces rôles qu'on a identifiés dans la cellule cyber, on a créé du coup tout un ensemble de documents. Des documents fiches de rôle que vous avez ici en haut à droite, qui vont du coup synthétiser les actions clés de chacun des rôles, qui vont synthétiser les livrables clés à construire par chacun des rôles, quand ils en ont à construire, ainsi que les objectifs à remplir par le rôle. Ces fiches de rôle, elles ont également des petits pense-bêtes, des petits éléments un peu visuels pour rapidement savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire et être sûr qu'ils sont effectivement en train de réaliser leur rôle. On a créé également un document de plan de mobilisation qui sert tout d'abord au démarrage de la crise, à identifier les personnes qui peuvent être mobilisées dans la cellule de crise, avec quel rôle ils peuvent l'être, et dans quel ordre de priorité on appelle chacune des personnes de la cellule. Ça, c'est très bien du coup pour lancer la crise et mobiliser de manière initiale notre cellule. Et ensuite, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, lorsqu'on est sur des crises cyber, on va forcément avoir forcément quasiment souvent, avoir des crises qui durent. Et donc, on a besoin de faire des rotations d'équipes, du 3-8, du 12, peu importe l'organisation qu'on va mettre en place. Le fichier qu'on a créé, le plan de mobilisation, permet finalement de mobiliser les bonnes personnes au bon moment. Ensuite, on a des documents qu'on va utiliser au cœur de la crise. Plan de défense, plan d'investigation, qui nous permettent du coup de savoir qui fait quoi, sur quel type de périmètre et pour quel objectif d'investigation ou de défense.
Petit point particulier, dans le plan de défense, on a également ce qu'on avait appelé des boutons rouges, des capacités d'isolation rapide de tout ou partie du système d'information. Ça, c'est un petit point particulier qu'on va intégrer dans les plans de défense. Et enfin, on a également un document de synthèse des investigations dans lequel finalement, on va récapituler ce que l'on a compris sur l'attaque, sur le profil de l'attaquant, sur les actions du coup, qui sont menées pour nous assurer que les différents périmètres sont sains ou pas sur le système d'information. Ce qui est intéressant, c'est que cette synthèse, on essaye de la construire au fil de l'eau pendant les investigations pour pouvoir faire le reporting également au management et notamment à la cellule décisionnelle. Je vais passer très vite en fait sur cette slide-là pour arriver au point MCO. Donc quelques exemples de logistique qui sont associés. Vincent a parlé d'astreinte, donc ça veut dire qu'il faut gérer des téléphones, de SIM, avec les personnes qui ont un planning, donc il faut gérer ces plannings, donc ça sous-entend déjà une gestion. On a parlé d'outillage, donc Bouygues Télécom a fait le choix de partir sur un tenant Microsoft de crise dédié, alimenté à chaud, avec des PC sortis du carton pour pouvoir faire justement l'intégration. Il y a des groupes Signal qui permettent de travailler également. Ça sous-entend également des listes de personnes à maintenir, à faire évoluer. Il y a également du matériel en salle et une salle dédiée qui a été pensée par rapport à toutes les fiches et par rapport au rôle. Donc on a des écrans avec des couleurs par rapport à chaque écran pour savoir quels sont les livrables qu'on va projeter et qui doit le faire. Plus bien sûr d'autres équipements avec un accès 24/7, une cabine téléphonique. Et tout ça, ça nous emmène sur du maintien en conditions opérationnelles et avec le lien par la suite. Alors évidemment, tout ce qu'on a créé, il faut réussir à le faire passer aux personnes qu'on a identifiées. On a identifié un peu plus d'une quarantaine de personnes comme pouvant appartenir, pouvant être mobilisées au sein de la cellule de crise. Donc il a fallu les former l'ensemble des participants à cette cellule. On a également sensibilisé les autres parties prenantes, donc typiquement les autres cellules que vous avez vues et les administrateurs également exploitants que vous avez vus sur l'image de tout à l'heure. On les a sensibilisés à la création de cette nouvelle organisation. Et on a également communiqué au management sur la constitution de cette cellule de crise, quels sont ses objectifs, qui sont les piliers, les responsables de cette cellule. Dans le cadre de la formation des différentes ressources, on a identifié plusieurs temps. Un premier temps de formation, une formation en tronc commun, avec différents modules que vous pouvez voir ici, qui ont été couverts, qui ont été dispensés à l'ensemble des personnes membres de la cellule cyber. Ensuite, on a créé des formations spécialisantes, c'est-à-dire que pour chaque rôle que vous avez vu tout à l'heure, référent investigation, défense, anticipation, etc., on leur a créé une formation spécifique et on a du coup formé chaque personne à l'utilisation de ces outils, à devenir finalement un référent défense, un référent anticipation, etc. Et enfin, on continue encore aujourd'hui sur des actions de formation en continu avec des sortes de mini-exercices de crise qui sont déroulés à fréquence très régulière, tout simplement pour que les différents membres de la cellule puissent se rencontrer, s'identifier et tout simplement pratiquer tout ce que l'on a construit pour eux. Autre type d'entraînement également, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a des boutons rouges, donc on s'entraîne aussi à la chaîne de commandement bouton rouge. On l'évoquait justement sur le besoin de prise de décision, sur si on doit s'isoler d'Internet, comment on fait, qui prend la responsabilité, etc. On a essayé de bien le cadrer et du coup, on a des entraînements à cette chaîne de commandement. Et on a également des entraînements opérationnels, évidemment, au déclenchement. Et donc, pour terminer, quelques petits conseils si vous souhaitez construire ou revoir votre dispositif de gestion de crise. Tout d'abord, vous l'avez compris, définissez une organisation qui va vraiment s'intégrer dans votre dispositif existant. C'est critique pour que ça soit bien pris en compte et que tout le monde puisse penser et les réflexes finalement dans ce cadre de crise. Prévoir les différents cadres de gréement, ça on l'a pas mal évoqué. Cadrer les objectifs, donc est-ce que cette cellule elle sert à investiguer, elle sert à défendre, elle sert à construire, qu'est-ce que vous voulez lui donner finalement comme objectif. Identifier les principaux rôles nécessaires pour la réalisation des différentes activités, des rôles nominaux, des rôles backup. Prévoyez une montée en charge des différentes ressources. Outiller les différents collaborateurs, communiquer sur le dispositif et évidemment entraîner, s'entraîner et encore s'entraîner. J'aimerais juste remercier Vincent parce qu'en fait, si tout le dispositif a été accepté et correctement pris en compte par les équipes, et ça c'est les retours positifs qu'on a eus, c'est parce qu'on a été concret avec ce qu'il a pu faire comme accompagnement. Donc merci à toi. Merci beaucoup.